Bonsoir à toutes et à tous. On démarre avec quelques petites minutes de retard. Bienvenue pour ce conseil municipal du mardi 21 décembre 2021. Donc, on va commencer par l'appel. Alors, Lucie Boisdin, Présente. Alexandre Moulin, absent et a donné pouvoir à Louis Puig. Marie-Hélène Casteil a donné pouvoir à Jocelyne Fréville. Didier Hanol. Présent. Thérèse Adou. Présente. Alain Dupuis. Présent. Sylvie Delaunay. Absente. Maxime Sanchez. Présent. Karine Mainéris-Bonfanti. Présente. Thierry Massotto vient de m'envoyer un message. Bon, il n'a pas pu donner pouvoir. Il est cas contact et il partait se faire tester. Marjorie Almendros. Présente. Louis Puig. Présent. Jocelyne Fréville. Présente. Mathieu Baille. Absent. Christelle Aracil. Présente. Éric Savine. Présent. Isabelle Dumec. Présente. Michel Bouscas. Présent. Roland Hubert nous a envoyé un mail pour excuser son absence. Denis Jobert m'a appelé aussi pour excuser son absence. Philippe Beaufy et Salvador Bagnols qui est également excusé. Voilà. Donc, nous allons nommer un secrétaire de séance pour changer Marjorie Almendros. Donc, concernant le compte rendu du conseil municipal du mercredi 20 octobre 2021, vous avez tous reçu le compte rendu. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas d'observation. Alors, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Donc, je vous propose, en questions diverses, que l'on rajoute 2 points supplémentaires à l'ordre du jour. L'un, on y reviendra à la fin, hein, l'un sur l'acquisition d'un terrain à Nils et l'autre sur la nomination d'une rue à Ponteilla. Voilà. Tout le monde est d'accord? Merci. Alors, en premier point, vous avez les informations au conseil municipal des décisions prises par délégation. Donc, ce sont, comme chaque fois, essentiellement des renonciations à l'exercice du droit de préemption. Donc, vous avez la liste sous les yeux. Donc, ça, c'est pour votre information. Donc, le point numéro 1, convention de portage par l'établissement public foncier local Perpignan Méditerranée pour procéder à l'acquisition d'un bien sur la parcelle AH 461 rue de Roubaud. Donc, cette parcelle est située entre la rue de Roubaud et le square Guimalet. Donc, notre souhait par cette acquisition est de permettre un projet de plus grande envergure dans les années à venir, lorsque la situation financière nous le permettra, de réhabilitation, de rénovation, d'aménagement du square Guimalet, avec plus d'accessibilité, de sécurité, de stationnement également, et une meilleure qualité de vie pour les habitants qui pourront rejoindre ce square par un 3e axe, puisqu'il y aura l'avenue Jonker, la rue Maurice-Marie à côté Pétanque, et la possibilité d'y accéder par la rue de Roubaud. Voilà. Alors, je rassure les administrés, on procède de la même façon qu'on l'a fait la dernière fois. Donc, c'est un portage fait par le PFL avec une annuité. Donc, vous le voyez dans la proposition, une annuité. Alors, le montant total de l'acquisition de la parcelle est à 134 000 €. Et ça représente une annuité qui va être de 5 136 € et qui ne commencera qu'en 2023. C'est-à-dire qu'en 2022, nous ne payons rien et nous paierons à partir de 2023 sur une durée de 15 ans. Et je vous rappelle, et là aussi pour vous rassurer, que cet achat, comme les achats que nous avons faits précédemment, sont réfléchis et étudiés. Et en particulier, on a toujours en ligne de mire la vente, et ce n'est pas l'adjoint aux finances qui me dira le contraire, la vente de nos terrains Terradas, qui sont route de Canoës, et qui vont, je l'espère, très rapidement, puisqu'on va mettre ça en route dès début 2022, nous apporter un souffle au niveau financier sur la partie investissement, et ce qui nous permettra
de continuer ce type de projet et de ne pas laisser passer des terrains qui sont utiles pour le stationnement, pour le bien vivre au centre de Pontéanils. Voilà. Donc sur ce point, est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 2, je passe la parole à Maxime Sanchez. Alors, par délibération du 20 octobre 2021, nous avons sollicité PMM pour engager la procédure de modification numéro 3 de notre PLU en vue de modifier l'affectation d'une parcelle agricole en zone AC pour l'extension de la cave coopérative, pour le stockage de la cave coopérative. Et donc, par délibération du 25 février 2019, l'ancienne municipalité avait prescrit une modification numéro 3, avec pour projet de déplacer les ateliers municipaux. Donc, nous devons, à ce jour, et c'est ce que je vous propose, annuler la délibération numéro 3 qui avait été votée le 25 février 2019 par l'ancienne municipalité, afin de lancer officiellement la nôtre, appelée aussi numéro 3, pour exclusivement permettre l'extension de la cave coopérative, et non plus le déplacement. Est-ce que quelqu'un s'abstient? Merci. Le point numéro 3, c'est la décision modificative au budget primitif 2021. Je passe la parole à Didier Hanol. Alors, Monsieur le maire informe l'Assemblée de la décision modificative numéro 2 au budget primitif de la commune. Elle prend en compte les mises à jour des recettes nouvelles concernant la section d'investissement. Donc en section d'investissement, dans les dépenses et les travaux en cours sont affectés au chapitre 23, 72 668,46 €. En balance de l'autre côté, aux recettes, au compte 1321, l'état des établissements nationaux est à moins 109 324. Sur le 1323, les subventions du conseil départemental de la salle Sagordia de Nils pour 42 000 €, le bois Mirabet pour 1 000 € et la végétalisation cœur de ville pour 12 000 €. Là, sur le 1341, la dotation d'équipement des territoires ruraux pour l'espace des Templiers pour 98 000 € et le solde de l'école primaire Oncle Jules pour 29 000 €. Le tout pour un montant total de 72 668,46 €. Pour mémoire, il y a 3 subventions aussi, des écrans numériques de l'école Oncle Jules pour un montant de 7 710 €. Les gilets de la police municipale pour 250 et la première tranche des ENI aussi en plus pour 1 962 €. Les ENI, ce sont les écrans numériques interactifs. Voilà, je cherchais le dernier mot, je me rappelais. Le conseil municipal se proposera donc sur la décision modificative numéro 2 au budget primitif tel que subvisé. Est-ce que vous avez des questions? Donc c'est essentiellement des subventions qui sont arrivées, donc c'est plutôt bon signe et l'on met ces recettes en face de dépenses concernant les travaux concernés, bien sûr. Donc les écrans numériques, les gilets de la police municipale, Didier vous l'a dit, les travaux de la salle Saguardia, le projet du bois de Mirabet, la végétalisation du cœur de ville, où tout le monde a pu constater le début de ce projet avec une revégétalisation devant le foyer rural, et ce n'est que le début, et l'espace des Templiers également, et le solde de l'école primaire de l'oncle Jules. Voilà. Donc des questions? Non? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 4, c'est une subvention pour l'école élémentaire de l'oncle Jules. Donc, lors du dernier conseil d'école a été évoquée l'organisation d'une sortie qui, je l'espère, pourra avoir lieu, d'une sortie à la neige avec des élèves de l'école de l'oncle Jules. Et cette sortie nécessitant des frais, il nous a été demandé à l'adjoint aux écoles, M. Moulin, et à moi-même, si nous pouvions participer. Et donc c'est avec plaisir que nous répondons favorablement. Et donc on apportera une aide pour que le coût pour les familles soit moins important. Et donc je vous propose que l'on donne une subvention supplémentaire à l'école élémentaire de l'oncle Jules pour la sortie à la neige qui devrait avoir lieu en février ou en mars. Pour le séjour à la neige, c'est pas pareil.
Et 6 jours à l'année, je crois, une sortie. Et non, c'est à la journée, donc c'est une sortie. C'est que la journée. Oui, tout à ça, fait. Parce que là, il y a marqué 6 jours. Pardon, non, mais c'est bien. Alors, en fait, c'est plusieurs journées. Ouais. Donc, c'est plusieurs journées, mais c'est bien une sortie à la journée, en effet. Je croyais que c'était comme l'école. Ouais, non, comme les classes de Non. neige. Mais Non, donc, c'est vrai que dans le compte rendu, on peut noter de sortie au ski. Oui, parce qu'il y a 6 jours. Ouais. Mais sortie au pluriel. C'est pas pareil. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 5, je passe la parole à Didier Hanol. Donc c'est l'autorisation du maire à engager et liquider et mandater les dépenses d'investissement. Donc les dispositions du Code général des collectivités locales et territoriales, dans le cas où un budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif a droit jusqu'à l'adoption de ce budget de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est aussi en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette et aussi d'engager, de liquider et de mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'année précédente. Les crédits correspondants visés aux alinéas ci-dessus sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et de recouvrer les titres de recettes dans les conditions ci-dessus. Pour information, le montant budgétisé des dépenses d'investissement de 2021 est de 467 373 €. Conformément au texte applicable, il est proposé au conseil municipal de faire appliquer cet article à la hauteur de 116 835 €, c'est-à-dire un quart des 467 000. Est-ce que vous avez des questions? Donc ça concerne les dépenses d'investissement sur la première partie de l'année 2022, ce qui permet de pouvoir avancer sans attendre le vote du budget. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 6, c'est la convention de mise à disposition d'un agent auprès de l'espace de vie sociale dont l'agrément va être donné au foyer rural ce mois de janvier 2022 par la Caisse d'allocation familiale. Donc, nous vous proposons qu'un agent adjoint administratif principal première classe soit mis à disposition de l'association Foyer rural de Ponteillan-Ils pour exercer les missions de coordinatrice espace de vie sociale à compter du 1er janvier pour une durée de 1 an. Donc ça sera reconductible chaque année, bien sûr, en fonction de l'évolution du projet. Les conditions de travail sont fixées par l'espace de vie sociale, 15 heures par semaine pour la coordination et la gestion. Les congés seront pris en accord avec la collectivité. Bien sûr, l'agent reste pour le reste de son temps sur la collectivité, ce n'est pas une mise à disposition totale. Et surtout, ce qu'il est important de préciser, c'est que la rémunération correspondant au grade de l'agent sera remboursée à la commune par le foyer rural, charges sociales comprises, grâce à la subvention de la caisse d'allocation familiale donnée suite à l'obtention de l'agrément. Voilà. Donc que ce soit clair, c'est la mise à disposition d'un agent qui coordonne l'espace de vie sociale, mais avec rétribution par l'association de la somme correspondante à la commune au travers d'une facture et d'une convention. C'est la raison pour laquelle nous devons prendre cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Des demandes de précision? Non? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 7, je repasse la parole à Didier, sur le temps de travail des agents municipaux. Alors, le temps de travail des agents municipaux. Donc, vu le Code général des collectivités locales, vu toutes les lois que je ne vais pas vous énumérer, considérant l'avis du comité technique en date du 30/11/2020, considérant que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités et un retour obligatoire aux 1607 heures. Donc, j'ai pas la suite. Ah, pardon. Allez. Oui. Considérant que la durée et l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l'organe délibérant,
Considérant que le décompte du temps de travail effectif s'effectue sur l'année, la durée annuelle de travail ne pouvant excéder 1607 heures sans préjudice des heures supplémentaires. Donc, le maire propose donc à l'Assemblée, il y a un tableau avec la répartition justement de la durée annuelle du temps de travail. Donc le nombre de jours sur l'année, 365, le repos hebdomadaire, 2 jours multiplié par 52 semaines, qui fait 104 jours, les congés annuels qui sont 5 fois les obligations hebdomadaires de travail, c'est-à-dire 25 jours, les jours fériés, 8 jours, ce qui fait un nombre de jours travaillés de 228, au total d'heures arrondies, ce qui donne 1606 heures, plus la journée de solidarité à 7 heures, qui donne un total de 2607 heures. Sur la journée de solidarité, il a été décidé et il est demandé que cette journée de solidarité sera le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, donc il est proposé le jeudi de l'Ascension. Et sur les garanties minimales de ce temps de travail, la durée quotidienne de ce temps de travail ne peut pas excéder 10 heures. Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de 11 heures. L'amplitude maximum de la journée de travail est fixée à 12 heures. Le travail de nuit comprend au moins une période comprise entre 22 heures et 5 heures du matin et une autre période de 7 heures consécutives de 22 heures à 7 heures. Et aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d'un taux de pause d'une durée minimum de 20 minutes. La date des faits, les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2022. Il est donc proposé au conseil municipal de décider d'adopter les modalités de mise en œuvre telles que proposées. Voilà, donc dans cette obligation des 1607 heures, est-ce que quelqu'un a des questions, des observations? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point numéro 8, toujours Didier, la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions et suggestions de l'expertise et de l'engagement professionnel, appelé RIFSEP. Alors l'indemnité RIFSEP comprend deux parts, l'indemnité de fonction et de suggestion et d'expertise, l'IFSE, et l'autre liée au résultat dénommé complément indemnitaire annuel, le CIA. La part de fonction tient compte des responsabilités, du niveau d'expertise, des suggestions spéciales liées aux fonctions exercées. Le complément indemnitaire annuel tient compte des résultats de l'engagement professionnel et de la manière de servir. Chaque part peut être affectée d'un montant plafond de référence sur la base duquel est défini le montant individuel attribué à l'agent en fonction de critères déterminés. Donc, vu le Code général des collectivités, je vous passe tous les textes de loi et les décrets. Vu l'avis du comité technique en date du 30/11/2021 relatif à la mise en place des critères professionnels, considérant que l'IFSE est exclusif de toute autre prime et indemnité de même nature, à l'exception des indemnités en lien avec le temps de travail, considérant que l'organe délibérant peut décider du maintien à titre individuel du régime indemnitaire antérieur. Alors les bénéficiaires de ce RIFSEP sont bien entendu tous les agents titulaires exerçant les fonctions de cadre d'emploi concernées, c'est-à-dire ça part de l'attaché, rédacteur, adjoint administratif, adjoint de maîtrise, adjoint technique, agent d'animation et les ATSEL. Le critère d'appartenance au groupe de fonctions et de modulation individuelle de l'IFSE. Alors, l'IFSE est composé de fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception. Et donc, il y a plusieurs critères qui permettent de déterminer ces fonctions. Entre autres, par exemple, le niveau hiérarchique, le niveau de responsabilité lié aux missions et la conduite de projet. Il y a 9 critères différents. C'est jugé aussi sur la technicité, l'expertise ou la qualification nécessaire à l'exercice des fonctions. Donc là, nous avons 8 critères, qui est entre autres la technicité et le niveau de difficulté, la pratique et la maîtrise d'un outil métier, les habilitations et les certifications, et l'actualisation des connaissances. Ensuite, nous avons les suggestions particulières du degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. C'est-à-dire que là, nous avons 11 critères, entre autres, par exemple, les risques d'agression physique ou verbale, la variabilité des horaires, l'engagement et la responsabilité financière, et l'impact sur l'image de la collectivité. Bien sûr, c'est attribué selon les critères des postes.
Et les agents appartenant à un même groupe de fonctions bénéficient de montants différents selon des critères et des modulations suivantes. Donc là, il y a 17 critères, entre autres la conduite d'un projet, le niveau de responsabilité, les travails samedi, dimanche et soirée éventuellement, la maîtrise de plusieurs métiers. Donc la détermination de ces groupes de fonctions est faite par catégorie. Il y a 5 catégories qui va de C3, C2, C1, B1 et A1 qui placent les agents dans des critères particuliers qui correspondent justement aux critères définis précédemment. Alors ensuite, évidemment, ces critères sont encadrés par des plafonds. Donc là, il y a tout un tableau aussi avec les plafonds annuels qu'on ne peut pas dépasser puisque ce sont des plafonds. Maintenant, ce ne sont pas les montants des primes accordées aux agents, c'est uniquement le plafond maximum. Donc pour le groupe C3, le groupe C2, le groupe C1, B1 et A1, effectivement, chaque groupe a des plafonds différents. Ensuite, l'IFSE aussi est composé d'une part de l'expérience professionnelle, et cette expérience professionnelle, qui est individuelle, est aussi notifiée et codifiée. Donc il y a des indicateurs avec des définitions et des points qui sont donnés à l'issue de l'évaluation pour que chaque agent a à chaque fin d'année pour ses objectifs et faire un point sur sa situation. Ce montant fait l'objet d'un réexamen au regard de l'expérience professionnelle. Donc en cas de changement d'emploi, en cas de changement de grade, ou à minima tous les 3 ans en fonction de l'expérience acquise par l'agent. La périodicité de versement de l'IFSE est mensuelle. Les modalités de versement est proratisée au temps de travail et les absences sont maintenues dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congé maladie ordinaire, accident de service, maladie professionnelle, maternité, paternité et maladie de longue durée ou de grave maladie. L'attribution individuelle sera décidée par l'autorité territoriale et fera l'objet d'un arrêté. Sur la part modulable, les critères de modulation du CIA, le complément individuel annuel, est lui aussi codifié et notifié. Et donc il reprend des critères de compétences professionnelles et techniques, d'efficacité dans l'emploi, des qualités relationnelles et les capacités d'encadrement pour les agents encadrants. La périodicité du versement du CIA, par contre, est versée bisannuellement en juin et en novembre. Les modalités de versement est proratisée comme l'IFSE et les absences sont le complément indemnitaire est maintenu totalement de 1 à 5 jours de congé en maladie ordinaire pour moitié de 6 à 10 jours de maladie ordinaire. L'attribution individuelle sera décidée par l'autorité territoriale et fera aussi l'objet d'un arrêté. Il y a la possibilité justement, de passer du régime antérieur au régime du RIF 7, que les agents ne perdent pas sur leur rémunération. Donc il y a la possibilité d'un maintien à titre individuel du montant du régime indemnitaire antérieur. Donc, il sera donc proposé au conseil municipal d'instaurer l'IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus, d'instaurer le complément indemnitaire dans les conditions indiquées ci-dessus, de prévoir la possibilité du maintien à titre individuel en application de l'article 88, de décider que les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les limites fixées par les textes de référence et que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de référence et inscrits chaque année au budget. Voilà. Un long travail depuis plusieurs mois. Je remercie la commission ressources humaines, l'adjoint concerné, mais aussi les agents qui ont travaillé sur ce projet de passage au nouveau régime indemnitaire. Est-ce que vous avez des questions? Non? Alors, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 9, c'est la mise à disposition des agents municipaux à Perpignan Méditerranée Métropole. Il convient, comme chaque année, de revoter et de soumettre à votre délibération le tableau de mise à disposition des agents à la communauté urbaine à Perpignan Méditerranée Métropole.
Il concerne plusieurs agents, vous avez les noms sous les yeux, il concerne un pourcentage de leur temps de travail qui sont aujourd'hui sur des compétences qui dépendent de la métropole, voirie et essentiellement voirie d'ailleurs, entretien. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 7 agents concernés, chacun pour une partie de leur temps de travail. À noter que nous avons un départ à la retraite, donc j'en profite pour le dire ce soir, Thierry Torrent qui a fait valoir ses droits à la retraite et qui termine la semaine prochaine. Donc on aura l'occasion, en comité restreint, mais comme on l'a fait l'année dernière pour d'autres départs, de le recevoir et de lui remettre un petit cadeau de départ, à défaut de pouvoir faire un pot. Voilà. Donc sur la mise à disposition des agents à Perpignan Méditerranée Métropole, est-ce que vous avez des questions ? Donc certains sont mis à disposition, vous le voyez, pour 10% de leur temps de travail, d'autres pour 50%. Mais quand on dit mise à disposition, ils sont sur la commune, leur travail est sur la commune, c'est juste sur des compétences qui ne sont plus les nôtres. Voilà. Vous avez des questions ? Non ? Alors est-ce que quelqu'un est contre ? Est-ce que quelqu'un s'abstient ? Je vous remercie. Le point numéro 10, je repasse la parole à Didier, puisque c'est lui qui a travaillé ce dossier. C'est la convention de prestation de services avec le centre départemental de gestion pour une assistance à la gestion des archives. Voilà. Monsieur le maire informe l'Assemblée que le centre de gestion de la fonction publique territoriale, DPO, a développé un service d'accompagnement à la gestion des archives à destination des collectivités territoriales. La tenue des archives est une obligation légale au titre des articles L212-6 et suivant du Code du patrimoine. Le service d'accompagnement à la gestion des archives du centre de gestion est destiné à aider les collectivités territoriales dans la gestion de leurs archives en leur proposant les prestations suivantes: le tri, le classement, le conditionnement des archives selon la réglementation, la préparation et élimination et rédaction des bordereaux d'élimination, l'organisation des locaux d'archivage et l'élaboration d'un inventaire. Après la passation d'une convention, le centre de gestion peut mettre à disposition de la collectivité un archiviste qualifié ou une archiviste qualifiée pour accompagner le travail de gestion. Il informe que la prestation a un coût forfaitaire de 200 € la journée de 7 heures. Considérant l'intérêt pour la collectivité territoriale de s'assurer que ces archives soient organisées de façon conforme au regard des obligations légales, il est proposé au conseil municipal de prendre connaissance de la convention de service assistance à la gestion des archives. Vu la délibération du conseil d'administration du CDG 66, en date du 15 avril 2021, le conseil municipal se prononcera pour autoriser monsieur le maire à recourir au service des archives du CDG 66 dans les conditions subvisées. Monsieur le maire sera autorisé à signer la convention associée. Est-ce que vous avez des questions sur ce point ? Non ? Est-ce que quelqu'un est contre ? Est-ce que quelqu'un s'abstient ? Je vous remercie. Le point numéro 11, je vais passer la parole à Alain Dupuis. C'est une demande de subvention pour la rénovation de la toiture de la salle Granger à l'espace Simonali. Juste avant de passer la parole à Alain, vous dire que nous avons eu une surprise la semaine dernière et j'ai dû prendre en urgence un arrêté de fermeture administrative de la salle Granger de l'espace Simonali. Donc la salle Granger, quand nous rentrons à l'espace Simonali, c'est celle qui se trouve sur la gauche, qui sert aux associations, mais à d'autres choses. Alain va revenir dessus. Mais nous avons, il y avait des infiltrations. On a pu le constater le jour du marché de Noël. Certains d'entre vous l'ont vu. Ces infiltrations, nous avons demandé à ce que l'on regarde l'état de la toiture pour imaginer quelques petites réparations rapides en attendant les futurs travaux de l'espace Simonali qui vont démarrer très vite et très bientôt, puisque l'appel d'offres va être lancé en début d'année. Et notre surprise a été de découvrir un état de la toiture beaucoup plus endommagé que ce que l'on imaginait, avec un risque pour les usagers, un risque pour les personnes qui se trouvaient en activité dessous. Et donc j'ai pris le jour même un arrêté de fermeture. Je remercie encore les associations qui se sont organisées pour se retrouver dans des locaux différents et qui, en plus, sont conscientes de la durée de l'impact. Et c'est pour plusieurs mois que l'on doit se réorganiser et ne pas utiliser cette salle. Donc je tenais ce soir à les remercier de leur compréhension
face à ce danger et de la décision prise par la municipalité. Et donc maintenant, je laisse la parole à Alain sur ce que nous envisageons de faire. Monsieur le maire informe le conseil municipal que depuis quelques jours, la salle Granger de l'espace Simonali fait l'objet d'une fermeture administrative. Désolé, je te répète, pour raison de sécurité. En raison de sa vétusté, la toiture menace de ruine et nécessite de gros travaux de rénovation. Cette salle essentielle à la vie municipale est utilisée par des associations, mais aussi comme bureau de vote pour les opérations électorales et pour des événements majeurs, vœux du maire, marché de Noël, mariage, etc. Le conseil municipal sera informé de l'estimation des travaux engagés. Écoutez, je peux vous le dire ce soir, puisque j'ai une enveloppe ce soir. On va tourner, on va pas chipoter autour, on va être pas loin des 100 000 euros. S'il n'y a pas de surprise. 100 000 euros s'il n'y a pas de surprise au démontage, je dirais. Oui. Il conviendra de solliciter les subventions les plus élevées possibles de monsieur le préfet et du conseil départemental. C'est ce que nous sommes en train déjà de commencer à vouloir chercher, en accord avec monsieur le DGS et sa contribution. Un lot spécial permettant de rénover cette salle sera inclus, c'est un peu compliqué, dans le marché de réhabilitation de l'espace Ali, dont le permis de construire a été accordé. Donc on va être obligé de créer, probablement obligé, on va voir, de créer un lot spécifique à la salle Granger pour tous les travaux qui seront rattachés avec, bien sûr, dans ce lot, disons, une coordination Socotec qui est à prévoir, et aussi à prévoir, bien sûr, les émoluments de monsieur l'architecte, qui n'étaient pas prévus. Bon, ça, c'est une chose à... On va voir ça dès janvier. Sachant que nous avons réunion, alors oui, nous avons réunion jeudi. Nous avons réunion jeudi avec M. Bernardi et Mme Anne Usac de la Socotec, M. le maire, moi-même et bien sûr les services techniques, dont Raymond et Tony Chambard. Donc voilà, c'est une surprise, mais une surprise à laquelle nous devons faire face. Donc nous allons voir, comme vous l'a dit Alain, dès jeudi, comment intégrer ces travaux supplémentaires au marché de l'espace Simonali qui, comme on l'a dit dans des conseils municipaux précédents, devait inclure la mise aux normes électriques, le changement du système de chauffage et une issue de secours, et qui aujourd'hui, le système d'alarme également, d'alarme incendie, et qui aujourd'hui va devoir inclure la rénovation de la toiture de la salle Granger. Et qui dit toiture dit tout ce qui est lié à la toiture, évidemment. Hein. Si on touche à la toiture, on touche à l'éclairage et on touche au système de chauffage aussi. Donc tout ça, on va le travailler dès jeudi avec l'architecte, avec la Socotec, et puis dès la rentrée, dès les fêtes passées, on va s'atteler à la recherche de subventions pour bien sûr pouvoir remettre au plus vite cette salle pour pouvoir accueillir les activités associatives et bien d'autres. Voilà. Donc sur ce point numéro 11, l'idée est de pouvoir nous donner le feu vert pour demander des subventions supplémentaires et éventuellement mettre en place un lot spécial sur l'appel d'offres. Est-ce que vous avez des questions, des demandes de précision? Non? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 12, c'est un avis à donner sur la création du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance de Perpignan Méditerranée Métropole. Donc le CISPD, c'est l'instance de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité autour desquelles se mobilisent les institutions et organismes publics et privés concernés, police municipale, gendarmerie, milieu associatif, etc. Il a pour mission, à partir d'un diagnostic, d'élaborer une stratégie territoriale cohérente et dynamique, de suivre son exécution et son évaluation. Il est adapté aux spécificités locales en partenariat étroit entre la communauté urbaine, le sous-préfet, le procureur de la République, les services de police. Un document opérationnel est réalisé à partir de la réflexion de 5 groupes thématiques: ville, village, quartier, violence chez les mineurs, transport, sécurité et sécurité routière, prévention et santé et violences faites aux femmes. Les différentes instances de ce conseil intercommunal
sont également chargés de réaliser et de mettre en œuvre un plan stratégique. Le plan portera sur un programme d'action élaboré de manière concertée entre les services de l'État et la communauté urbaine, l'objectif étant d'assurer sur le territoire la qualité de vie et la tranquillité publique que chacun est en droit d'espérer. Donc ce conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est une compétence de Perpignan Méditerranée Métropole, mais nous devons donner notre avis et acter sa mise en place. Est-ce que vous avez des questions ? Non. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Donc, avis favorable, je vous remercie. Le point numéro 13, c'est toujours sur l'intercommunalité. Je passe la parole à Didier, qui a assisté à la dernière CLECT, Commission locale d'évaluation des charges transférées du 7 décembre 2021. Voilà, donc vu le code des collectivités territoriales, le code des impôts et l'arrêté préfectoral, vu le compte-rendu de la commission locale de la CLECT en date du 7 décembre 2021, je vous propose de prendre connaissance de ce rapport et de formuler un avis. Le document de synthèse du rapport a été transmis à chaque élu. Cette commission prend en compte différents ajustements concernant les communes de Bachas, Thoreil, Toulouge et Villeneuve-de-la-Raho, et la compétence voirie concernant Sainte-Marie-de-la-Mer et Thoreil. Voilà, donc là c'est un avis. Donc je vous rappelle, la CLECT, c'est les transferts de charges entre les communes et la communauté urbaine et Perpignan Méditerranée Métropole. Donc sur ce point et sur le document que vous avez reçu, est-ce que vous avez des questions, des demandes de précision? Non. Donc est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Donc, en affaires diverses, je vous l'ai dit en préambule. Alors déjà, je souhaitais, alors par souci de transparence, parce qu'il est vrai que le maire a des délégations, des pouvoirs qui lui permettent certaines choses, et lorsqu'il y a des petits achats, il n'a pas forcément à en référer au conseil municipal, mais par souci de transparence, je voulais vous proposer et soumettre à votre approbation l'acquisition d'un terrain à Nils, rue du Vieux Cimetière. Alors en fait, derrière l'église des Templiers, il y a 3 petits terrains. La commune en possède déjà 2, et il reste un petit terrain de 45 mètres carrés, pour vous dire l'importance de l'achat. Un petit terrain de 45 mètres carrés que je vous propose à l'acquisition, ce qui nous permettra de faire à terme, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure pour le square, un aménagement, un accès à l'espace des Templiers par la rue du Vieux Cimetière, un accès à l'ancienne église templière. Donc ce petit terrain, 45 mètres carrés, est-ce que vous me permettez d'en faire l'acquisition? Voilà. Est-ce que vous avez des questions d'abord sur cette acquisition? Tout le monde voit où ça se situe, sinon on a pris un plan s'il y a des questions. Donc au dos de l'église, rue du Vieux Cimetière. Non? Est-ce que quelqu'un quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Et je voulais vous proposer également la nomination d'une voirie. On l'a évoqué dans un conseil municipal, mais il faut que l'on prenne une délibération parce que je pense qu'il faut que l'on fasse vite, parce que sur cette partie de voirie, il y a des constructions qui sont en cours. Et je trouverais dommage que les gens doivent modifier leur adresse lorsqu'ils auront eu leur compteur électricité, etc. Donc je vous rappelle que dans le cadre dans le cadre d'une cession de terrain par la famille Courty à la commune rue des Rouges-Gorges, je m'étais engagé à nommer une partie de la rue des Roitelets, rue Alphonse Courty, donc ancien maire de Ponteilla. Et donc je vous propose que la rue des Roitelets, du croisement de la rue des Rouges-Gorges jusqu'au croisement du chemin de la Fontaine romaine, soit rue Alphonse Courty. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? Non, rien de particulier. Les élus, les adjoints? Non. Juste dire que les travaux de la salle Ramon Saguardia à Nils avancent. Ils avancent très bien et que l'on espère pouvoir
la reproposer aux activités associatives et aux réjouissances familiales, je pense peut-être courant mars. Fin février. Bon, allez, on va dire courant mars. Courant mars, je pense que la Voilà. salle sera disponible, complètement disponible, avec bien sûr. J'y suis passé ce matin avec Raymond, et c'est pas mal. Voilà. C'est du beau travail. Vous dire aussi, donc on l'a évoqué tout à l'heure, mais que l'appel d'offres pour l'espace Simonali va être lancé et que dans ce cadre-là, nous avons bloqué la salle du 1er juin au 30 septembre pour pouvoir effectuer ces travaux. Et là, je rappelle encore une fois aux administrés, comme je l'ai fait dans un bulletin municipal récemment, que la réservation des salles communales est à faire plusieurs mois à l'avance. Mais quand on dit plusieurs mois, aujourd'hui, on a des réservations 6 mois à l'avance. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a encore des gens déçus qui nous contactent ces dernières semaines pour des réservations en février. C'est trop tard. Le village grandit. Si vous voulez pouvoir bénéficier d'une salle communale, il faut vous y prendre 5 à 6 mois à l'avance. Voilà. Alors pour un mariage, n'en parlons pas. Les gens s'y prennent 1 an à l'avance, voire 2 ans, et c'est très bien. Mais pour des petites réjouissances familiales, il faut envisager les choses à l'avance. Voilà. Je sais que c'est quelque chose qui a... C'est pas un gros chantier. Pour le moment, c'est un devis qui a été demandé. Mais c'est récurrent depuis, j'en entends parler depuis des années et des années. Nous envisageons l'éclairage piétonnier du passage à gué de Nice. J'ai demandé un devis, j'ai demandé un deuxième devis. Nous sommes allés avec l'entreprise qui va nous préparer ce devis. Donc, je pense qu'en 2022, le plus tôt possible, on pourra, j'espère, éclairer de façon piétonnière ce passage pour les enfants. C'est surtout pour eux, hein, ça ne sera pas un éclairage où ils auraient quelques luxes au sol, ça sera un balisage. Mais ça leur permettra de savoir où ils mettent les pieds quand c'est dangereux. Et dire aussi pour les riverains qui sont concernés que les travaux de l'avenue Jonker avancent et qu'ils reprendront après les fêtes et que l'on suit ce chantier de près. Et encore une fois qu'on remercie tous les riverains pour leur compréhension. Et c'est pas facile parce qu'on fait une partie des travaux, on arrête, on reprend plus tard, voilà, mais on ne maîtrise pas tous les intervenants et c'est un chantier... Le terrassement est terminé. Je parle des réseaux secs, là, cette fois-ci, c'est la deuxième phase, c'est les réseaux secs, ils ont fait leurs travaux de terrassement, très bien. Par contre, nous sommes... l'entreprise ECL est dépendante d'Enedis pour les remises en service et tout, et les remontées, et les coupures. Et là, on nous annonce carrément fin janvier. Donc, les travaux vraiment exécutés. Donc, terrassement, c'est fini, la voie est libre. Et après, on passerait en la troisième phase, voirie, à mon avis, pas avant le mois de mars. Voilà, je pense que vous avez aussi remarqué que nous mettons un accent particulier sur la sécurisation, on l'avait déjà évoqué, hein, de certains axes routiers. Alors encore une fois, on fait avec les moyens financiers que l'on a, mais on fait aussi avec nos possibilités de décision municipale. Je veux dire par là que certains administrés m'interpellent en disant « mais pourquoi tu ne mets pas un ralentisseur à tel endroit ou à tel endroit ?» Je vous rappelle qu'il y a des axes qui relèvent du département, il y a des axes qui relèvent de Perpignan Méditerranée Métropole. Et en concertation avec les différents services, on essaye de faire au mieux. Et donc, on a mis des ralentisseurs route du Soleil, c'est déjà une bonne chose. Et on est en train d'avancer sur l'avenue de la Gare avec des chicanes et des ralentisseurs donc, dont le projet va se finaliser là dans les semaines à venir. Et bien sûr, on envisage ceci sur d'autres lieux de Ponteilla et de Nils sur lesquels nous reviendrons dans les mois à venir. Voilà. Vous dire que malheureusement, et je pense que tout le monde en a conscience aujourd'hui, parce que la décision de la commune de Ponteilla-Nils suit bon nombre d'autres communes, les vœux à la population n'auront pas lieu. Donc c'est à contre-cœur, mais évidemment, vu la situation sanitaire, nous ne pourrons pas tenir notre cérémonie des vœux. Et d'autre part, nous avons également décidé d'annuler le repas aux seniors. Et nous avons, comme l'année dernière, mis en place, et vous avez tous aujourd'hui dans vos boîtes aux lettres, l'agenda 2022 offert par la municipalité grâce aux partenaires, dans lequel vous trouverez le document, le papier à ramener en mairie pour vous inscrire pour le colis
des seniors offerts par la municipalité, un colis par foyer, et ce colis sera remis à partir de 61 ans. Voilà. Donc nous avons changé l'âge, c'est vrai, mais je tiens à dire, là, aujourd'hui, en conseil municipal, qu'après avoir fait le tour des communes environnantes, nous sommes l'une des rares communes où la participation aux seniors démarre aussitôt, puisque nos voisins sont plutôt à 65 ou à 70 ans. Donc voilà, que dire d'autre, sinon que de vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d'année et plein de bonnes choses pour ces festivités. Prenez soin de vous et faites attention. Et nous nous retrouverons en 2022. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée.